Eh bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, dans cette présentation, nous allons aborder la question de l'évaluation qui, comme vous le savez, constitue une étape essentielle et parfois considérée comme incontournable dans le parcours de réhabilitation. Et donc, pour ce faire, nous allons, avec mon collègue Daniel Boissière, ergothérapeute, vous présenter un dispositif que nous avons mis en place depuis quelques années déjà dans le cadre du CRPS et que nous appelons le séjour de valorisation. Alors, petite remarque préliminaire, le séjour de valorisation, ce n'est pas un produit fini, c'est une expérience évolutive, c'est une expérience qui est encore en chemin. Et on essaye encore d'améliorer le dispositif et vous le verrez, je l'espère, à travers cette présentation, que c'est une expérience qui est traversée encore par pas mal de questions et de réflexions critiques sur le processus même d'évaluation. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, tout simplement d'une mise en situation d'une personne, donc un patient, une patiente qui le souhaite, dans le cadre d'un séjour de 2 semaines en studio supervisé, donc au CRPS. Supervisé, ça veut dire qu'au CRPS, il y a une équipe qui assure une certaine présence et une attention soignante pour la personne. Et tout au long de ces 2 semaines, est organisée une évaluation pluriprofessionnelle, donc sous la forme de rendez-vous planifiés, parfois d'ateliers, de temps spécifiques aussi de mise en situation. L'objectif étant de réaliser un bilan des difficultés et des ressources de l'usager. Alors j'aurais pu rajouter aussi un bilan de ces ressources et de ces difficultés, mais à partir des aspirations et des souhaits de l'usager, pour orienter les perspectives thérapeutiques, donc pour pouvoir montrer un chemin thérapeutique possible et un chemin de réhabilitation. Alors pourquoi ces jours de valorisation ? Donc ça, c'est un terme, une appellation que nous avons choisie et qui s'inscrit, je dirais, dans l'esprit, dans le paradigme, comme disait le docteur Leguet, de la réhabilitation, et qui doit nous conduire, nous soignants, à considérer le fonctionnement des usagers, le fonctionnement des personnes, la façon dont elles se débrouillent dans leur vie quotidienne, dans leur vie relationnelle, dans leur vie sociale, le fonctionnement, je dirais, tout autant et si pas plus que les aspects cliniques et diagnostiques auxquels on est plus habitué. Et pour ça, ça nécessite, ça a été bien souligné par le docteur Leguet, de modifier un peu notre angle de vue et de sortir de la logique exclusive du soin. Et considérant le fonctionnement, un pas de plus, il faut aller chercher les ressources et les compétences des usagers. Et ça aussi, ça nécessite de modifier un peu notre positionnement professionnel. C'est pas si évident qu'il y paraît. Ce que le docteur Leguet présentait comme banal, mais non, ça n'est pas tant que ça. Vous savez, le modèle médico-infirmier classique, c'est repérer ce qui ne va pas, le symptôme, le déficit. Et certes, dans l'évaluation, il y aura des déficits, il y aura peut-être des incapacités importantes, mais il faut aussi aller chercher activement, et j'insiste sur le activement, les ressources des personnes. Alors juste quelques photos pour illustrer le fait que dans ce studio, on peut utiliser des plaques de cuisson, il faudra peut-être faire sa vaisselle de temps en temps, passer un coup de balai, peut-être faire une lessive dans l'espace communautaire, vous savez ce que les sociologues disent de la machine à laver. Et puis le studio, il fait partie d'un centre aussi où il y a une vie communautaire, où il y a une vie collective, donc comment la personne va s'y intégrer. C'est un centre aussi où il y a de la musique. Alors, il ne faut pas forcément aimer la musique pour y venir, mais cette photo, c'est juste pour illustrer une question importante qui est celle du temps libre et qui peut constituer une difficulté pour certaines personnes qui viennent en séjour de valorisation. Et ça ne se mesure pas à travers les tests. C'est comment occupe-t-on son temps libre, comment de fait vit-on aussi les moments de relative solitude et d'inactivité. Donc ça, c'est un point important et ça s'apprécie, ça s'évalue aussi sur la période des 2 semaines. Alors, Daniel, qu'en est-il de cette évaluation pluriprofessionnelle ? Donc, plusieurs évaluations sont faites. Tout d'abord, des auto-évaluations. Donc, il y a d'abord un retour sur le parcours biographique de la personne. Et la personne fait un retour elle-même sur sa biographie. Certains patients repartent très loin. Ils partent de leur petite enfance et ils font toute leur biographie sur ce qui les a amenés à la situation actuelle. Après, on utilise donc l'échelle ELADEB, l'échelle d'auto-évaluation, qui est un outil que je trouve très pertinent et important et qui peut resservir même par la suite
dans la prise en charge. On fait aussi une auto-évaluation de l'insight et de l'estime de soi. Ensuite, les professionnels, donc divers professionnels, font des entretiens psychiatriques, ça c'est le médecin. Des entretiens psychométriques, c'est la VICE 4 qui est utilisée. Des tests sur les fonctions exécutives, donc c'est tiré de la batterie YFX. Et puis on évalue aussi les compétences de la vie quotidienne, comme vient de le dire Pierre, avec une échelle, l'échelle EAS, qui est une échelle qu'on a adaptée au lieu. Et puis, vous le voyez, c'est en vert, c'est l'observation, l'entretien et la mise en situation. Donc les soignants sur place, durant les 15 jours, font un bilan éducatif et un bilan de la fonctionnalité de la personne. Et donc il y a aussi un éducateur qui intervient et qui fait ce bilan éducatif et qui accompagne aux courses, au repas et qui évalue les choses qui se passent. Les usagers qui nous ont été envoyés, donc on a eu 46 depuis qu'on a commencé cette expérience en 2016 et avec la période Covid, on a eu 46 personnes. Elles nous sont envoyées donc, par les secteurs, la plupart, CMP, hôpitaux de jour, mais des gens qui pouvaient vivre soit de façon isolée, soit en famille, soit en structure, en foyer. On en a eu 19 qui étaient en cours d'hospitalisation. Et puis une particularité, on a eu une personne de l'EHPAD, mais qui était en fait une personne très jeune pour être en EHPAD, et l'EHPAD se posait de la question de savoir s'il pouvait en ressortir. Les demandes des équipes de soins principales qui nous ont adressé les patients, on voit que c'est l'évaluation des capacités. Mais on voit aussi que d'autres demandes pouvaient être émergées. En sachant qu'une personne il pouvait y avoir plusieurs demandes pour un seul patient. Les diagnostics des personnes qu'on a reçues, donc majorité de troubles schizophréniques. Là aussi, au niveau des diagnostics, ce sont les diagnostics principaux, en sachant qu'on pouvait avoir des diagnostics secondaires, tels que des retards mentaux, des choses comme ça. Et donc, on sait bien l'incidence parfois du diagnostic secondaire sur celui qui est mis en avant, en tout cas dans la fonctionnalité de la personne. Le moment important du dispositif, c'est la restitution. Donc la restitution, c'est le moment où toutes les personnes qui ont rencontré l'usager vont exprimer ce qu'ils ont retrouvé en présence de l'usager. Donc ça, c'est très important, l'usager est présent. En présence, s'il le souhaite, de sa famille ou de ses accompagnants. Donc certains patients souhaitent ou d'autres ne le souhaitent pas. Et en présence de l'équipe qui nous l'adresse et si possible du médecin qui est moteur de cette équipe. Donc ce temps est très important. Le patient à tout moment peut dire si ce qui est dit correspond à ce qu'il a vécu et à ce qu'il ressent, etc. Donc il peut modérer, même les bilans très métriques, comme la VICE-4, le patient peut tout à fait dire modéré ou pas. Notre expérience montre que nous donnions un reflet assez juste de ce que vivait le patient. Par contre, notre expérience montre aussi que les résultats des bilans cognitifs et exécutifs ne sont pas prédictifs du fonctionnement. C'est-à-dire que certains arrivaient, malgré des bilans échoués, sur un plan de cognition très, très froide, à avoir des fonctionnements très efficients et inversement. Donc là, c'est plutôt la psychopathologie qui doit être entrée en ligne de compte. À l'issue de ce séjour et de cette restitution, simplement, une fois que la restitution est faite, l'équipe envoie à l'équipe qui nous l'a adressé tous ces bilans et le compte-rendu de cette restitution, donc les propos aussi de l'usager, avec des préconisations. Donc voilà le type de préconisation. J'insiste sur le mot préconisation et non pas sur indication. C'est l'équipe qui a en charge l'usager
qui verra avec l'usager qu'est-ce qu'ils mettront en place, parce qu'on ne peut pas tout mettre en place, et là aussi l'usager va choisir en disant moi c'est ça que je veux mettre en place plutôt que telle autre chose. Donc on retrouve tous les outils de la réhabilitation et du soin. C'est fait sous une forme de tableau comme ça, comme vous pouvez le voir, où on essaye un peu de définir les champs sur lesquels il y a plus d'intervention. Donc à partir de là, on a fait une petite étude à un moment, on a fait une étude auprès des bénéficiaires et des équipes qui nous l'ont envoyé et des familles. Et Pierre va vous en parler. Oui, peut-être quelques mots de plus aussi sur cette réunion de restitution qui est très importante. Encore une fois, je fais le lien avec ce que disait le docteur Leguet tout à l'heure. C'est pas forcément un exercice facile et bon, maintenant on a acquis une certaine habitude, mais c'est une réunion au cours de laquelle on va énoncer un certain nombre de résultats aussi. Tous ne sont pas forcément favorables. C'est un moment au cours duquel aussi on retrace le parcours biographique. Donc c'est un moment qui peut être assez fort, même sur le plan émotionnel, surtout quand il y a entre autres quand il y a la famille présente. Mais c'est un moment très important. Et c'est un moment aussi particulier pour les équipes qui participent à la réunion de restitution, puisqu'il y a des équipes qui nous adressent les usagers et qui viennent à cette réunion. Alors c'est particulier parce que ce n'est pas dans les habitudes, encore pas beaucoup dans les habitudes des équipes de psychiatrie, de faire vraiment participer l'usager à ce type de réunion. Et pourtant, je pense que c'est vraiment ça, on parlait du paradigme, de l'esprit de la réhabilitation, c'est vraiment autant que possible l'usager qui est acteur, qui est au cœur de son parcours. Alors en effet, donc, on a réalisé une petite enquête en juillet 2019, on voulait explorer un petit peu le retour qui pouvait nous être fait de ces jours de valorisation. Et dans le cadre de cette enquête, on a tout d'abord interrogé le point de vue des équipes qui nous avaient adressé les personnes. Et donc, le séjour a-t-il répondu à vos attentes? Majoritairement oui. Permis une évolution du patient? Plutôt oui, mais partiellement. Et puis cette question qui nous semblait importante, permis une évolution de l'équipe? Et c'est plutôt oui également. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que les équipes qui ont quelque part participé aussi, qui ont demandé ce séjour de valorisation avec l'usager, eh bien, ont changé leur regard et reconsidéré un peu la prise en soin. Donc il y avait aussi une échelle de satisfaction plutôt positive. Et j'en arrive à ceci parce que c'est dans les commentaires aussi qu'on voit des choses parfois intéressantes, donc une sélection de quelques remarques et suggestions des équipes. Donc cela permet de réorienter le projet, de savoir quels axes travailler. Ça confirme parfois ce que l'on sait déjà, mais avec apport d'éléments nouveaux. Il y a alors, suite à ce séjour, souvent une demande un peu d'accélération du projet de sortie, que ce soit pour l'équipe ou pour la personne. Ça permet aussi parfois de prendre conscience de certaines limites, tout simplement. Ça, c'est très intéressant pour la personne soignée et donc d'apporter un étayage en conséquence. Et puis, ce commentaire que j'ai contrasté, mais je l'ai déjà dit un peu, cela permet de remobiliser l'équipe dans une relation de soins. Et ça, c'est vraiment un enjeu très important en réhabilitation. C'est dynamiser un parcours, mais avec une équipe partenaire qui va souvent continuer le parcours avec l'usager, parce que, alors, on va expliquer le parcours de toutes les personnes au terme de ces séjours de valorisation. Certaines continuent avec nous dans un dispositif réhab, d'autres continuent avec l'équipe de secteur, mais l'idée, c'est quand même d'apporter un regard neuf et créatif sur la situation de l'usager. Donc ensuite, eh bien, le mode de restitution, là, qui est vécu comme un peu inhabituel, mais généralement apprécié. Surpris de constater qu'il y avait moins de symptômes invalidants aussi durant le séjour de valorisation. Ça, c'est une chose intéressante. Ça rejoint ce qu'on appelle la dimension performative de l'évaluation. Je pense que le regard qu'on porte sur la personne, un regard plutôt positif et optimiste, à la recherche des compétences, à la recherche des ressources, eh bien, ce regard va avoir une influence sur la façon dont se passe l'évaluation. Vous allez me dire c'est un peu biaisé, mais non, on va favoriser quelque chose et ça participe, je dirais, à la mise en confiance, mais ça participe aussi au progrès et à la capacitation de la personne. Donc cette dimension un peu performative dans l'évaluation, on la voit souvent et non seulement on la constate, mais je pense qu'il faut même la développer et l'exploiter. Encore une fois, changement de paradigme, changement dans la façon de faire de la psychiatrie et de regarder la personne et l'usager.
Voilà. Et puis il y avait aussi cette idée que ce séjour permettait, quand c'était demandé, de constater à la fois l'intérêt et la possibilité d'une autonomisation par rapport au milieu familial. Bon, ben, on en arrive. Ah, ben, on avait posé aussi interroger le point de vue des usagers. Alors c'est un petit nombre, hein, et 8 usagers n'avaient pas répondu parce que cette enquête venait quand même parfois longtemps après leur séjour de valorisation, donc pas pu être contactés ou pas répondu à l'enquête. A-t-il répondu à vos attentes et permis une évolution? On va dire majoritairement oui, et avec un degré de satisfaction plutôt positif. Mais ce qui est intéressant, ce sont les commentaires. Alors même s'ils sont un peu plus brefs et laconiques, moi je trouve ça intéressant. Ça m'a permis de me remettre dans le bain. Ça m'a renforcé dans le projet, hein, donc vous voyez qu'il y a une notion un peu de renforcement de quelque chose qui était déjà en cours. Ça m'a permis d'apprendre à faire le ménage seul. Alors parfois, il y a un point de focalisation comme ça, mais qui est important pour la personne. C'est bien pour les jeunes. Alors on n'a pas de limite d'âge, mais c'est vrai qu'on essaye aussi de rendre ce dispositif accessible à des personnes qui sont vraiment en début de parcours. Hein. Ça, je pense que c'est important aussi. On en a parlé tout à l'heure, de permettre aussi que tous ces outils de réhabilitation et cette évaluation fonctionnelle, elle arrive le plus tôt possible dans le parcours. Ça m'a permis aussi de prendre conscience de certaines limites et que finalement, peut-être mon projet n'était pas réalisable. Donc ça, c'est l'usager qui le dit. Et puis quelques critiques, pas assez d'activité. Hein, vous voyez cette difficulté de l'occupation du temps libre. Plage d'ouverture du bar du CRPS, donc c'est le lieu communautaire et collectif du centre. Plage d'ouverture insuffisante. Donc quelqu'un qui appréciait toute cette vie collective, il fallait être là plus souvent. Et puis dans le studio, manque une télé, surtout un micro-ondes, bien sûr, et puis on y a remédié. Oui. Voilà, donc déjà la conclusion, je pense que comme ça on respecte le temps imparti. Donc vous l'avez compris, le séjour de valorisation, c'est un temps d'évaluation, mais c'est aussi une expérience de vie. Hein, vous voyez, du bon usage de l'évaluation, on essaie d'en faire une expérience de vie. C'est ce que nous renvoient les patients, les usagers, qui viennent vivre comme ça 2 semaines au CRPS. Et on voit souvent que c'est c'est ce que dit un des usagers, c'est un déclic, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va catalyser, qui va dynamiser un petit peu le parcours, donner confiance et servir parfois de marchepied pour une étape d'après dans le parcours. C'est une expérience aussi. Ça nous est renvoyé par les équipes, encore une fois les équipes hospitalières, équipes de secteur qui viennent et qui participent à la réunion de restitution et qui souvent aussi continuent le parcours après avec l'usager. Qui dit évaluation dit normativité, eh bien oui, c'est nécessaire. Donc toutes ces échelles, évaluation psychométrique, il y a des normes, des valeurs de référence. Oui, mais attention à ne pas fétichiser, à ne pas y accorder une trop grande importance. Ça, c'est la petite expérience, somme toute assez banale, mais que nous acquérons sur le terrain, c'est de se dire au fond, ok, l'évaluation, mais gardons quand même toute cette dimension psychométrique à sa juste place aussi. Et c'est ce que disait aussi Daniel, on a parfois une discordance plutôt heureuse, enfin discordance, une non-corrélation entre des tests qui ne sont pas très probants et puis une débrouillardise qu'on constate parce qu'on a ces 2 semaines d'évaluation, entre guillemets, écologique. Et voilà, et puis j'aurais pu terminer, si j'ai un peu de temps, par ce que j'appelle les surprises de la réhabilitation, mais c'est un peu en lien avec ça, c'est-à-dire toutes ces histoires cliniques qui montrent que l'évaluation est utile, est pertinente, nécessaire, mais qu'elle ne dit pas tout. Et je dis souvent aux équipes que je suis, ce qui me fait plaisir dans mon travail, entre autres choses, c'est parfois quand je suis surpris par l'évolution positive d'un patient, là où on ne l'entendait plus, on n'attendait pas à ce que ça aille mieux, et il se passe des choses. On n'y est pas forcément pour grand-chose, donc ça nous ramène une certaine modestie, mais je dirais que ça valorise aussi cette dimension, et ça a été dit plusieurs fois tout à l'heure, d'accompagnement. Je trouve que cette notion d'accompagnement est importante. Vous connaissez la phrase qui était écrite tout à l'heure, donc guérir parfois, soulager souvent, accompagner toujours. Je pense qu'en réhabilitation, c'est vrai aussi. Je crois, j'espère qu'on guérit, alors guérit, je ne sais pas, mais en tout cas qu'on amène plus d'usagers vers un rétablissement vraiment significatif, donc on fait peut-être mieux sur ce plan-là, mais il y a encore beaucoup d'accompagnement, et parfois un accompagnement, c'est tout simplement accepter aussi que l'usager aille dans une direction qui n'est pas celle qu'on aurait pensé préférable et souhaitable pour lui, et ça c'est important. Et pour qu'il y ait surprise dans l'évolution, il faut qu'on soit toujours là dans l'accompagnement. Donc je ne vais peut-être pas... Voilà, il y aurait beaucoup d'histoires cliniques à raconter, mais je vais peut-être laisser du temps pour la suite. Merci beaucoup pour votre intervention.
Est-ce que quelqu'un veut intervenir par rapport à cette thématique sur les séjours de valorisation au CHSM de Rodez? Je veux bien intervenir. Allez-y. Non, mais merci, c'est super, parce que c'est la vraie psychiatrie que vous proposez, et c'est la vraie psychiatrie où on voit, au fond, la capacité de complémentarité des regards à propos d'une même histoire, et au fond, qui montre les pertes de chance si on travaille en silo, trop, si on travaille seul, alors que, comme ça, en portant un regard neuf... Alors bon, vraiment, bon, c'est superbe. Moi, j'ai une question. Vous faites un gros effort de psychométrie, effectivement. EGF, CGI, fonction exécutive, Vice. Vous êtes obsessionnel ou vous avez une arrière-pensée? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Je vais laisser aussi... je vous cache pas que c'est une bonne question parce que je vous disais qu'il y avait certaines questions qui étaient encore un petit peu en tension au niveau de l'équipe. Et on l'a dit tout à l'heure, on se rend compte aussi, je disais, garder le psychométrique à sa juste place, ça donne des indications. C'est intéressant. Je dirais parfois même qu'au-delà des tests, c'est une forme de médiation pour apprendre à connaître la personne, parce qu'il y a tout ce qui entoure aussi, les rencontres, voilà, le temps passé aussi. Voilà. Ça permet quand même aussi parfois de repérer, c'est utile. Entre parenthèses, l'obsessionnalité, je la partage peut-être un peu, je ne sais pas, je vais explorer ça, mais en tout cas, elle est présente dans tous les... Aujourd'hui, quand je disais que l'évaluation, c'est un peu l'étape incontournable de la réhabilitation, je ne sais pas si vous voyez un peu ce qui est recommandé dans les recommandations officielles, dans le cahier des charges, là, pour la reconnaissance des centres de réhabilitation, vous avez vraiment tous ces tests-là. On s'est dit, OK, c'est pas qu'on va le faire pour le faire. Ça repose quand même sur un certain nombre d'études qui en montrent la validité, mais il faut grandement relativiser ça et utiliser ça aussi comme une forme de médiation. Parfois, ça va peut-être pas plaire à tout le monde ce que je dis, mais c'est qu'on prend du temps à comprendre, à essayer d'analyser ce qui se passe, comment l'usager se débrouille. Et parfois, on a quelques surprises heureuses aussi, parce que cette notion d'évaluation cognitive, on peut voir par exemple qu'à la Vice, vous savez, qui est un outil avec des subtests là qui montrent l'affluence verbale, la mémoire de travail, ouais, quand même, il y a de grosses difficultés. Et puis à côté de ça, Daniel va nous dire, écoutez, dans les fonctions exécutives, moi je vois des choses assez remarquables, en tout cas qui sont très bonnes. Donc là, ça donne un indice sur les ressources dont je parlais. Alors les ressources, on les trouve là, à travers ces tests-là, mais pas uniquement. Les ressources, c'est aussi à travers le parcours biographique, les centres d'intérêt, ça c'est très important. Les centres d'intérêt, ce qui fait vivre les passions ou parfois ce qui les a fait vivre dans le passé. Mais donc, voilà, un élément de réponse, le faire, mais relativiser, toujours le lien avec la vie quotidienne et l'histoire des usagers, très important. Je ne sais pas si Daniel, tu veux rajouter par rapport à l'évaluation. Est-ce que vous avez l'intention de l'exploiter ultérieurement, de faire des analyses dessus, lorsque vous aurez un nombre plus grand, et d'en tirer des informations plus collectives au-delà des informations que vous en tirez pour l'individu? Non. On n'a pas du tout cette idée en tête. Donc pour le moment, on ne l'a pas. Mais vous venez de me la donner, peut-être. Donc, voilà. Non, là aussi, le fait aussi de restituer ces bilans aux patients en groupe nous demande une certaine bienveillance dans la restitution. Et parfois, souvent, des patients disaient « Ah, je comprends pourquoi ça, je n'y arrive pas ». Voilà. C'est surtout ça qui nous intéresse. De montrer aux patients que s'il y a une difficulté, c'est pas parce qu'il est plus bête qu'un autre, c'est qu'il y a qu'une difficulté qu'on peut expliquer. Voilà. D'autres questions? Bonjour. Je me posais la question si dans les orientations suite justement au séjour de valorisation, vous avez identifié un peu des trous dans la raquette, des lieux d'accueil pour les personnes qui ne relèvent pas d'une hospitalisation longue ou d'une prise en charge très complète, mais qui à la fois ne peuvent pas quand même être en autonomie, même avec un étayage important à domicile. Est-ce que vous avez repéré un trou dans les capacités d'accueil de certains usagers? Alors je vais laisser Pierre compléter après, mais en fait il faut savoir que ça s'inscrit dans un dispositif de réhabilitation qui est un peu plus large, où nous avons, alors on n'a pas tout sur notre territoire, mais où nous avons plusieurs propositions.
de logements avec des gradations de ces logements supervisés. Donc on a aussi des appartements relais qui rejoignent un peu le dispositif dont on a parlé. On a des appartements dans ce lieu-là où il y a des studios. Donc c'est un immeuble où il y a plusieurs, avec des soignants qui sont là 24 heures sur 24. On a aussi d'autres dispositifs voilà, sur le territoire. Donc après, ça permet aux équipes de justement choisir quel est le dispositif le plus pertinent à ce moment-là, en sachant que c'est évolutif. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, beaucoup de dispositifs, mais beaucoup de trous aussi, et donc beaucoup de défis à relever, je trouve. Donc, pour prendre 2 exemples, parce que c'est un peu dans tous les domaines, on se dit que quand l'usager continue avec l'équipe de secteur, il n'y a pas toujours, faute d'avoir pu encore le mettre en place, mais des ateliers appropriés. Je pense que les ateliers de la vie quotidienne, les habiletés sociales, c'est important. Et il n'y a pas ça encore sur tous les secteurs. Tout à fait autre domaine, gros trou, je trouve, malgré beaucoup de dispositifs dans la réhabilitation et réinsertion professionnelle. Et on a à cœur de faire mieux sur ce plan-là, parce que franchement, sur ce plan-là, il y a beaucoup de choses, mais pour l'usager, c'est parfois le parcours du combattant, hein, et surtout vers le milieu ordinaire. Donc voilà, c'est deux domaines pour lesquels je trouve qu'il manque vraiment des possibilités de suite après ce qu'on aura repéré dans le cadre de ce séjour de valorisation. Juste une question, pourquoi vous avez choisi une période de 15 jours pour l'expérience, pour les patients? Pourquoi 15 jours? Parfois on se dit que c'est trop peu. On se dit plus souvent que c'est trop peu plutôt que trop. Et parce que, vous savez, on a un studio d'essai qui se trouve au centre de réhabilitation. Il est très demandé, très occupé aussi par d'autres, notamment des stagiaires qui viennent pour un stage à l'ESAT et qui résident aussi au CRPS. Et voilà, peut-être trop peu, mais d'un autre côté, avec le temps, on se dit que c'est le bon timing. C'est quand même assez, 2 semaines, c'est quand même assez conséquent. En tout cas, ça permet vraiment de vivre quelque temps, un temps suffisamment long avec la personne pour apprécier ce qui se passe. Mais peut-être qu'on va dire qu'on pourrait toujours faire mieux, qu'une semaine ou 2 en plus, ce serait mieux. Et là, on a bientôt la possibilité, on espère obtenir cette possibilité d'avoir un 2e studio d'essai parce qu'on a quand même beaucoup de demandes. Donc ça permettrait d'avoir 2 séjours de valorisation en même temps au niveau du centre. Parce qu'il faut que ça tourne aussi, que ça tourne au bénéfice des usagers, hein, pour avoir une offre de soins et d'accueil suffisante. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être passer à l'intervention suivante. On va remercier donc le docteur Kivitz, Daniel Boissière. Merci beaucoup.